Je vois notre travail comme un grand tricot, au sens où on fait du maillage et on est là pour s'assurer que peu importe qui tient les aiguilles, on suit un motif qui soit cohérent, sur lequel tout le monde s'est entendu. Le service aux collectivités conjugue les savoirs universitaires et les savoirs citoyens. Établi à l'Université du Québec à Montréal, il collabore avec des groupes sociaux en vue de répondre à leurs besoins à travers des projets de formation, de recherche, de création et de diffusion. Ainsi, naissent des partenariats fructueux entre le milieu universitaire et la société civile. Et le trait d'union entre ces deux mondes est assuré par un travail d'intermédiation réalisé, entre autres, par José-Anne Riverain et Ève-Marie Lampron. Quand on me demande d'expliquer c'est quoi mon métier puis que j'ai pas 3 minutes pour expliquer concrètement mon travail d'intermédiation, je dis très, très modestement, ma job, c'est d'aider le monde qui change le monde. C'est un privilège, en fait, d'exercer ce métier. Vraiment. Un énorme privilège. Vous écoutez Regard pluriel, une série balado de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre qui donne la parole à celles qui œuvrent à la construction d'un monde plus égalitaire par la recherche, l'action et la pratique. Épisode 2. Le service aux collectivités. Un pied dans les deux mondes. J'ai eu la chance d'arriver au SAC à une période où les mouvements féministes du Québec étaient particulièrement forts. Ève-Marie Lampron. Et par le concours, puis la motivation, puis la structure des groupes qui nous approchent pour faire des projets, par le fait qu'il y a de plus en plus de chercheurs s'identifiant aux épistémologies féministes, qui se revendiquent féministes, qui sont réunis à l'UQAM dans un institut qui les fédère, bien, cette combinaison-là, on travaille ensemble pour un bien commun ouvertement féministe, bien, je pense que ça a contribué à notre échelle à changer la vie des femmes du Québec, dans leur pluralité et à différence, évidemment, là. Le rôle d'agente de développement qu'Ève-Marie joue dans ses projets avisés de transformation sociale s'inscrit en continuité dans son parcours académique et de militance. Elle possède un diplôme de premier cycle en histoire, ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en histoire des femmes et des féminismes au XVIIIe et XIXe siècle. Par ailleurs, elle milite dès son entrée à l'université dans différents groupes et collectivités féministes. C'est portée par ce bagage et ses convictions qu'elle arrive au service aux collectivités en 2014. Je sentais que mon parcours comme historienne et mon parcours comme militante cherchait à avoir une résonance très concrète dans la société dans laquelle je vis, dans le ici et maintenant. Et quand est arrivée l'opportunité en 2014 de travailler au service aux collectivités, ça a été l'occasion unique de faire se rejoindre mon parcours militant et mon parcours d'universitaire, et dans les deux cas qui est teinté par les épistémologies et les pratiques et les prises de position, disons, féministes. Puis je dirais que c'est un peu ça que ça prend pour faire le travail d'agent de développement que Josiane et moi, on exerce. On a un pied dans chacun des mondes. Pour sa part, José-Anne Riverain complète des études de premier cycle et une maîtrise en droit international qu'elle bonifie d'une formation en relations publiques pour pouvoir appuyer les actions de plaidoyer. Ce qui m'intéressait, c'était les stratégies citoyennes mises de l'avant pour utiliser les droits humains comme un levier pour faire pression sur les États, pour faire changer les dynamiques oppressives. Avant d'arriver au service aux collectivités, elle a œuvré à des projets s'intéressant à différentes thématiques relatives aux droits humains, à l'environnement et aux femmes autochtones. En 2009, elle fait son entrée au service aux collectivités comme agente de développement dans le cadre du projet de formation sur le droit à l'égalité en contexte de violence dans les communautés autochtones. Puis, en 2011, elle se joint à l'équipe comme agente de développement au domaine communautaire. De ne pas déposséder les peuples autochtones de leur propre lutte m'avait vraiment interpellée. Je m'étais dit, ben oui, ça m'intéresse, mais je ne peux pas travailler sur cette question-là. C'est pas à moi de le faire. Et j'ai trouvé, donc, à partir du service aux collectivités, je trouvais que c'était une position où, justement, c'était plus facile d'exercer un rôle d'allié, de prendre une posture plus de retrait, mais quand même d'aider à faire advenir. Ainsi, le service aux collectivités veille au bon déroulement de ces collaborations où se rencontrent des enseignants-enseignantes, étudiants-étudiantes de l'UQAM ainsi que des groupes non traditionnellement desservis par les universités. Des groupes communautaires et de femmes, des organisations syndicales, des associations de communautés ethnoculturelles et autochtones, de même que des groupes non gouvernementaux impliqués dans des activités à caractère social, économique, culturel et environnemental.
Notre travail au quotidien, c'est les groupes nous appellent. Marie-Josiane, on a tel besoin de recherche, de formation, de diffusion, de transfert des connaissances. Connais-tu des expertises, des ressources universitaires qui auraient envie de travailler sur cette problématique-là avec nous? Puis sachant que les groupes sont souvent les premiers à mettre le doigt sur des problématiques émergentes qui sont déjà sur le terrain, mais qui ne sont pas nécessairement encore remontées vers l'institution universitaire. Et à partir de là, on fait un processus qu'on appelle le pairage, disons dans notre jargon service collectivité. On met ensemble les universitaires et le groupe pour voir si la chimie pogne, si les intérêts, les expertises sont convergentes, puis si on a un projet collectif. Et si on a un projet collectif, bien, notre rôle, c'est de l'accompagner à chacune de ces étapes. Sachant que les cultures des groupes féministes, des groupes communautaires et celles des universitaires ne sont pas toujours les mêmes, même s'il y a des vases communicants. On va souvent avoir à faire de la médiation, de la traduction des objectifs, des besoins, des intérêts, parfois convergents, parfois divergents. Ce rôle-là, on va le faire avant les rencontres, pendant les rencontres et après les rencontres, pour s'assurer que chaque partie trouve son compte dans ce partenariat-là. Les groupes qui les approchent pour développer des projets sont parfois des groupes citoyens peu organisés, non formalisés. Et c'est ici que le rôle du service aux collectivités prend tout son sens. On donne à ces groupes un accès aux ressources universitaires qui les aideront à répondre à leurs besoins, et de l'autre côté, les chercheurs-chercheuses sont mis en contact avec la réalité du terrain. On n'est pas là pour servir les intérêts des chercheurs, on n'est pas là pour servir les intérêts des groupes, on est là pour servir les intérêts du projet qu'on aurait identifié collectivement. Puis la meilleure avenue qu'on a trouvée pour faire ça, étant donné les rapports de pouvoir qui sont préexistants, c'est de s'assurer que la demande initiale vient des collectivités. Et ça veut dire que parfois, on est malheureusement les empêcheuses de tourner en rond. Parce que ça peut arriver beaucoup, justement, dans les projets avec des organisations autochtones où on freine les ardeurs, où on dit « Ton projet, professeur XYZ, est extrêmement intéressant, mais je ne vais pas approcher un groupe pour voir si lui aussi le trouve donc intéressant, ton projet. » Ça nous demande, nous, des fois, d'avoir cette posture-là, qui est rare, en fait, dans les milieux universitaires, d'être embauché. On a la chance d'être embauché, non pas pour répondre aux besoins des profs, mais répondre aux besoins des groupes. On croit que tout le monde est gagnant de travailler de cette façon-là. Parce que les chercheurs ont accès à des problématiques auxquelles ils n'auraient pas nécessairement accès. Et surtout, les groupes s'investissent dans des projets qui sont réellement pertinents pour eux et pour lesquels ils savent que les résultats vont être réinvestissables dans leur action. Ça fait que tout le monde autour de la table est gagnant. Tout le monde autour de la table a envie de s'investir puis mettre les efforts pour. Mais ça, c'est notre travail à nous, de s'assurer justement qu'on a cette compréhension-là du projet. Parce que ça veut aussi dire au groupe de dire, bien, c'est pas une commande. Le chercheur ne va pas aller dans sa tour te produire un projet. Ça te demande, toi aussi, de t'investir, de prendre du temps. On va essayer de reconnaître financièrement ta participation parce qu'on comprend que ça a une valeur et que quand tu es assise à la table avec nous, tu n'es pas en train de faire ton travail de militance. Puis en revanche, le professeur, on va aussi lui dire, là, le groupe, il ne va pas te donner accès à un terrain. Tu t'en vas pas là prendre des données puis t'en aller faire ton projet. Ça demande tout le monde de mettre en commun, de laisser un peu de sa souveraineté pour le bien du projet. Le service aux collectivités vise à déconstruire les rapports sociaux de domination en aplanissant les rapports de pouvoir entre la société civile et l'institution universitaire. Un souci porté par Josiane dans son travail avec les membres des Premières Nations qui, sursollicités par les chercheurs-chercheuses, qui sont bien intentionnés par ailleurs, peuvent se voir dépossédés de leur autodétermination en matière de recherche. Quand il y a un projet qui vient d'une organisation autochtone, nous sommes toutes extrêmement heureuses. La raison étant que là, on sait que la motivation, elle vient des groupes et non pas d'un partenariat qui est déjà constitué, qui peut être très, très porteur, c'est pas le fait. Mais je trouve que ce lien-là entre des organisations autochtones puis l'université n'est pas encore égalitaire, n'est pas encore fluide. Il y a du travail à faire. Et le service aux collectivités, de par notre posture, notre mission, on est un élément de solution pour développer des collaborations qui soient plus égalitaires, respectueuses et dans une optique de décolonisation. La reconnaissance des savoirs, qu'ils proviennent du vécu comme de la recherche, est encouragée dans les processus mis en place au service aux collectivités. Les expertises sont complémentaires et leur alliance mène à des solutions concrètes. Moi, ça m'a été souvent dit par des groupes au début et à la fin d'un projet partenarial. Ce qu'on veut mettre au jour par le biais d'une recherche universitaire, on le sait déjà. Mais
On a besoin des chercheurs, de la méthodologie, de leurs expertises complémentaires aux nôtres pour le mettre au jour. J'ai un exemple qui me vient en tête. Le CAF, Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, ça fait 10 ans qu'ils s'intéressent au phénomène du harcèlement de rue. Ils ont mené des recherches maison, très bien menées par ailleurs, mais lorsqu'il venait le temps de présenter ces recherches-là aux autorités pour demander des actions là, de la part de la Ville, de la STM, du SPVM, ben, l'aspect que c'était une recherche maison sans grande valeur scientifique leur était un peu remis sous le nez. Le CAF a dit qu'à cela ne tienne, lorsqu'ils ont connu l'existence du service aux collectivités, ils sont venus me voir, ils ont dit, bien, d'une part, on voudrait asseoir des résultats scientifiques crédibles sur le phénomène qu'ils savaient qui existait. Donc, on a mis ensemble des chercheurs qui étaient intéressés à travailler là-dessus. On n'a pas voulu refaire la même recherche parce que l'idée aussi, c'est non seulement de se baser sur les savoirs des groupes, mais aussi d'aller plus loin ensemble avec les groupes, quitte à remettre en question ces savoirs préexistants-là par ailleurs. Hein. C'est possible et ça peut arriver. C'est quand même une démarche de recherche scientifique et rigoureuse par ailleurs. Puis c'est une recherche qui se veut vraiment foncièrement intersectionnelle. La manière dont les femmes sont harcelées dans la rue, c'est vraiment différent en fonction de leur positionnement dans les rapports sociaux. Et ce projet-là a permis de non seulement valider un peu les constats du CAF, mais aussi d'ajouter des nouvelles couches de problématiques qui étaient auparavant ignorées du groupe. Extrait du rapport de recherche. Près du 2/3 des répondants ont rapporté avoir vécu du harcèlement de rue à Montréal au cours de l'année 2020-2021. Ce taux s'élève à 83,7% pour les personnes de la diversité de genre et à 68,7% pour les femmes cisgenres de l'échantillon. Par la suite, on a obtenu un financement de la Ville de Montréal pour faire une enquête quantitative dont les résultats ont été dévoilés en septembre dernier et qui est en train de déboucher sur un plan d'action. Pour preuve, le président de la Société des transports de Montréal dit vouloir rendre hommage au travail du Centre d'éducation et d'action des femmes en lançant une campagne de sensibilisation sur le harcèlement dans le transport en commun. Depuis sa fondation, à la fin des années 70, nombreuses sont les retombées des projets réalisés avec le service aux collectivités. Mise en lumière de problématiques auparavant ignorées, comme le harcèlement de rue, documentation des obstacles rencontrés par les femmes du Québec, mise en place d'un régime de retraite pour les groupes communautaires et groupes de femmes, création de ressources, comme par exemple une première maison d'hébergement pour femmes en difficulté à Laval, et même la création de nouvelles lois. Et au-delà des retombées sociopolitiques, les retombées académiques qui émanent des projets sont tout aussi importantes. En découlent des articles scientifiques et un impact positif dans le réseau et la carrière des chercheurs et des chercheuses. Selon Ève-Marie et Joséanne, il reste des défis à relever. Elles réfléchissent, par exemple, à des façons de répondre à l'urgence de certains besoins qui sont difficilement conciliables avec la lenteur de la recherche universitaire. Pour nous, je pense qu'un enjeu futur, c'est d'être capable de trouver des modalités pour réussir à répondre à l'urgence. Et là où on a encore, peut-être, du moins au service aux collectivités, de la difficulté, moi, c'est une préoccupation qui m'habite beaucoup, c'est notre capacité à répondre aux mouvements citoyens spontanés, aux organisations informelles qui sont justement hors des structures, hors des réseaux, qui ont des besoins et qui n'ont souvent ni le temps, ni les ressources pour pouvoir aller chercher justement une collaboration, des alliances avec les milieux universitaires. Je trouve que ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, peut-être s'inspirer de d'autres approches à travers justement la francophonie, il faudra voir. Mais je pense que c'est un défi auquel on est déjà confronté, mais qui pourrait peut-être être encore plus saillant dans l'avenir, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis au niveau structurel, un défi que je vois émerger, c'est la santé des équipes, de manière plus générale. On en demande énormément aux chercheurs universitaires. Il faut qu'ils sortent le plus d'articles scientifiques possible. Bien, des fois, le besoin du groupe, c'est pas tant un article scientifique qu'un podcast de diffusion des résultats d'une recherche, qu'un outil synthèse, qu'une formation qui va pouvoir aller déployer dans ces milieux.
Puis en parallèle, depuis la COVID, je sens beaucoup d'épuisement chez les travailleuses et militantes des groupes féministes. Puis c'est paradoxal à un moment où les féminismes n'ont jamais été aussi visibles sur la place publique qu'ils le sont actuellement, j'ai l'impression. Est-ce que ça crée une pression supplémentaire? Tous les débats aussi sur les orientations que devraient prendre les mouvements, les collectivités féministes. Puis il y a beaucoup de brassage là, qui se vit actuellement. Déjà, en partant, être féministe, à mon très humble avis, ça implique d'avoir une posture critique quant au rapport de pouvoir, de manière plus générale, dans la société, quant à qui construit les savoirs dominants qui impactent la vie de millions de personnes. Fait que déjà, la manière dont on travaille dans une perspective de co-construction où on va tant reconnaître l'importance des savoirs universitaires, mais également celle fondamentale des groupes de base, des femmes, des féministes qui se battent au quotidien contre les injustices et qui sont en alliance avec les universitaires. Mais déjà, pour moi, c'est lié aux valeurs puis à la posture féministe de co-construction, puis d'échange, puis d'interdépendance de ces différents savoirs. Regard pluriel est une production de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Animation, Kéna Molina. Réalisation et montage, Émilie Baillargeon. Enregistrement, Studio Mandragore. Musique, BAM Musique.